Nous sommes actuellement à Ivry-sur-Seine dans une conférence organisée par l'ONG panafricaine et nous allons passer le direct. Surtout rester avec nous et suivre le direct. Merci. Oui, merci de votre présence. Nous tenons à organiser cette conférence de presse pour restituer le voyage que l'ONG Rabat Afrique a effectué au Mali du 20 au 27 septembre dernier. Voilà, c'est un voyage qui pour nous était très important, puisque c'était le deuxième acte de notre organisation non gouvernementale, puisqu'après les événements survenus à Bamako le 18 août dernier, notre organisation a pris l'initiative de mobiliser les 54 pays d'Afrique représentés ici en Europe et en France en particulier, pour un rassemblement qui a été organisé à la place de la République le 5 septembre dernier. Ce premier rassemblement était une initiative des 54 organisations des pays africains qui, pour nous, s'avérait important puisqu'il fallait, dès le départ, manifester notre solidarité, manifester notre gratitude et puis encourager le peuple souverain malien pour avoir pris le courage de défier le régime qui a fait le choix de gérer le pays dans des conditions non démocratiques. Bon, on sait qu'il y a eu des morts, il y a des rassemblements au Mali qui ont débouché à des assassinats. Nous savons qu'il y a eu la répression, nous savons qu'il y a eu des intimidations, mais malgré cela, une nouvelle fois, le peuple malien a fait preuve de courage et de détermination et de dignité à su mettre fin au régime précédent sans effusion de sang. Et puis là maintenant, il traverse une période transitoire. Nous espérons que la transition qui est récemment ouverte permettra à tous les Maliens de se retrouver pour définir ensemble les démarches qui leur semblent appropriées pour l'avenir de ce peuple, de ce pays, amis et frères. Ça, c'est le premier acte que nous avons accompli ici à Paris le 5 septembre dernier. Nous avons eu l'occasion de remercier toutes les organisations qui avaient pris part à ce rassemblement à la place de la République. C'était pour nous un vif succès, puisque pour ceux qui connaissent l'histoire panafricaine et des organisations africaines ici en France, bon, il semblerait que c'est la première fois que les 54 drapeaux représentés par 54 délégations se sont tous réunis ensemble sur un lieu ici à Paris pour affirmer la dignité africaine et affirmer la volonté de la diaspora africaine, des diasporas africaines, pour leur détermination à apporter un nouveau regard au continent africain. Bon, donc ça s'est passé le 5 septembre. Et après ces premiers actes, nous avons relevé un défi que nous nous sommes même fixés, à savoir nous rendre à Bamako et rencontrer sur place le peuple malien et les autorités maliennes pour leur faire part de deux messages. Le premier message, c'était un message d'encouragement et puis un message aussi d'admiration. Encouragement parce qu'on sait que Mali traverse encore, même jusqu'à ce jour, une situation politique, économique et sociale extrêmement difficile. Donc il faut encourager nos frères maliens pour qu'ensemble ils puissent trouver des solutions
aux défis que le pays doit relever. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième message, c'est aussi les encourager, leur dire que l'Afrique, tous les peuples d'Afrique fixent leur regard sur le Mali, puisque pour nous, le Mali est devenu un pays inspirant. Un pays inspirant. Lorsqu'on constate que la plupart des pays africains, notamment les pays francophones, traversent cette année particulièrement des situations politiques extrêmement difficiles, et pour d'autres chaotiques, et puis pour d'autres également, des situations politiques incertaines. Et lorsqu'on voit un des nôtres s'en sortir, si j'ose dire ainsi, sans effusion de sang, mais un des nôtres qui fait preuve de courage et de détermination pour dire non, nous prenons notre destin en main, nous voulons bâtir un autre Mali, nous voulons refonder notre pays, nous voulons faire table rase au passé et que nous voulons tenir leçon de ce qui s'est passé. Bon, je pense qu'il mérite notre encouragement. Et puis au-delà de ça, voir aussi comment nous pourrons nous inspirer de cet élan de solidarité et puis de cette prise de conscience du peuple malien. Donc nous sommes allés sur place pour ce premier message. Et puis le deuxième message, c'était de dire, écoutez, nous sommes ici tous ensemble puisque nous sommes africains. Voilà. Nous avons un passé commun. Les causes ne sont pas pareilles. Les causes ne sont pas pareilles. D'un pays à l'autre, les causes sont différentes. En tout cas, les circonstances sont différentes. Mais les conséquences sont les mêmes. Problème de gouvernance, la dictature, et puis les détournements des deniers publics, la corruption qui devient la règle, et puis la répression qui devient aussi la règle, 60 ans après, puisque la plupart des pays, certains, ça fait 62 ans, et puis d'autres, enfin, il y a même 64 ans, et puis il y en a d'autres 60, et puis il y a des pays où l'indépendance, ça fait combien? 45, 46. Mais bon, si l'on constate aujourd'hui, on constate, on essaye de faire le bilan de nos indépendances, le bilan de la gestion de nos indépendances, c'est vraiment un échec total. Un échec total. Et c'est à partir de là que l'idée du panafricanisme mérite d'être redéfinie. Cette conception du panafricanisme mérite d'être redéfinie, mérite même d'être revue. Et puis dire que, écoutez, est-ce que 60 ans après, on peut toujours avoir observé la même posture? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de redéfinir cette posture, cette définition du panafricanisme pour donner à ce concept une nouvelle vision? Voilà. Ça, c'est l'idée des réflexions qui sont menées par Ouaraba d'Afrique. Et Ouaraba d'Afrique a cette ambition de vouloir à ce que le panafricanisme soit au cœur des débats politiques et que le choix des Africains dans les prochaines échéances électorales repose sur l'adhésion des futurs dirigeants africains sur le concept du panafricanisme, lequel concept du panafricanisme, pour nous, doit obéir à des valeurs de solidarité, mettre en évidence l'africanité, et puis troisièmement, la démocratie, donc gouvernance démocratique. Et cela, lorsqu'on parle de gouvernance démocratique, ça englobe tout. La libre expression, et puis il y a une ambition qui ne date pas de nous, mais c'est une ambition qui a été portée par les pères des indépendances d'Afrique, à savoir les États unis d'Afrique.
Ça, c'est une grande ambition des indépendantistes africains. Donc, nous pensons que ça ne doit pas être des simples slogans, ça ne doit pas être des simples revendications, ça doit être une réalité politique. Et c'est pour cette raison que Ouaraba d'Afrique se veut non pas seulement une structure, une organisation qui revendique, non, c'est une organisation, on peut même dire une organisation politique, puisqu'elle porte une ambition politique pour l'Afrique. Elle porte une ambition politique pour l'Afrique, et nous le disons volontairement, puisque si nous n'affichons pas avec clarté cette ambition africaine que Ouaraba d'Afrique porte, cela peut prêter à des confusions. Donc nous le disons clairement que Ouaraba d'Afrique, c'est une organisation panafricaine qui a une vocation politique, de traduire dans les faits, dans les débats politiques, les idées des pères fondateurs d'Afrique. Je pense que c'est très clair, c'est le message que nous sommes allés porter au Mali. Et pourquoi le Mali? Je reviens dessus. Le Mali, c'est très important pour nous, puisque le Mali, c'est l'un des pays inspirants. Mais c'est l'un des pays aussi qui est très disposé à porter le panafricanisme. Le Mali sent, le Mali porte le panafricanisme dans leur gène, et c'est très fort. Et c'est pour cette raison que nous avons été bluffés, quoi. Et nous avons été bluffés, nous qui ne connaissons pas physiquement le Mali. Nous avons été bluffés par l'accueil, nous avons été, enfin, c'était exceptionnel, exceptionnel. L'accueil, les contacts, et puis nous n'avons pas passé beaucoup de temps à expliquer le pourquoi de notre visite sur place. Les idées, les initiatives, les actions de Ouaraba Afrique ont été pris d'assaut par la population, par la classe politique, par le milieu traditionnel, et puis par les milieux religieux, et par la jeunesse également malienne. Il suffit de voir le meeting du 22, hein, c'est ça, du 22 septembre, à Bamako, place de l'Indépendance. Nous avons eu, je dirais, nous avons eu une adhésion massive, et à expliquer sur place l'idée et nos ambitions. Et nous avons eu des adhésions mais spontanées de la classe politique, du pouvoir traditionnel et du pouvoir religieux et de la jeunesse, et puis des organisations panafricaines, puisqu'il faut être modeste, nous ne sommes pas les seules organisations panafricaines. Sur place, au Mali, nous avons vu des panafricains qui nous ont accueillis. Et nous savons que dans d'autres pays africains, il y a d'autres panafricains aussi, il y a d'autres organisations panafricaines. Donc nous sommes allés pour apporter notre contribution. Mais cette contribution aujourd'hui, elle se veut très pragmatique, très pratique et puis très politique. Très politique, puisque nous avons comme ambition, comme je me répète, puisque c'est quand même très important, d'être présent dans les débats politiques en Afrique. Et cela se fera comment? Nous avons sur place, à Bamako, rencontré le maire de Bamako, et nous avons demandé, et ils nous ont donné spontanément, franchement, cela mérite un remerciement très appuyé, la pose de la première pierre du siège permanent du panafricanisme à Bamako. Pourquoi nous avons choisi Bamako? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons choisi Bamako puisque Bamako est prédisposé
Bamako, dans la Constitution, c'est le texte fondamental. La Constitution de Bamako l'indique clairement, le stipule clairement dans ses dispositions que le Mali est disposé à abandonner tout ou une partie de sa souveraineté dans l'intérêt de l'Afrique. Et dans l'hymne national malien, cela revient sans la moindre ambiguïté. C'est clair que le Malien est disposé à mourir pour sauver l'Afrique. Donc, ce n'est pas seulement dans la Constitution, ce n'est pas seulement dans l'hymne national, mais dans le vécu du Mali, partout, dans les rues de Bamako, et je pense que c'est valable aussi dans les autres villes de Mali. Mais dans la capitale, on voit une présence africaine. C'est-à-dire qu'ils ont dédié leur pays à l'Afrique. Donc, c'est un pays qui est vraiment prédisposé. Et puis, ils sont fiers. Et nous sommes aussi fiers que ce soit Bamako qui a été choisi par les organisations qui sont membres de Ouaraba d'Afrique, puisque Ouaraba d'Afrique, je devais peut-être le dire en premier, Ouaraba d'Afrique, c'est une organisation qui fédère des organisations panafricaines. Voilà. Donc, les organisations membres de Ouaraba ont décidé donc d'élire leur siège permanent du panafricanisme à Bamako. Bon, le temps que le siège soit construit, puisque ça prendra peut-être un peu de temps, nous avons demandé et obtenu la mise à disposition jusqu'à la construction du siège d'un local à Bamako, la mise à notre disposition d'un siège, d'un local qui sera le siège permanent en attendant la construction du siège. Donc nous retournerons très prochainement à Bamako pour l'inauguration de notre siège. C'est dans les prochaines semaines, le prochain mois, puisque ça nécessite une organisation pour rendre cet événement encore plus exceptionnel. Bon, voilà. Donc ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, nous avons sur place rencontré des autorités politiques, nous avons rencontré des transitions, nous avons rencontré les chefs traditionnels, nous avons rencontré les chefs religieux, nous avons rencontré ceux qui étaient au cœur de la révolution malienne. Nous leur avons fait part de notre disponibilité à porter notre contribution pour permettre au Mali de retrouver sa dignité et surtout la dignité qui repose sur l'exercice effectif de la souveraineté malienne sur l'ensemble de leur territoire. Cela est passé par un encouragement massif de notre part à tous les peuples maliens, mais particulièrement ceux qui sont amenés à conduire cette transition qui, il faut l'avouer, ça ne va pas être une chose facile. Ça ne va pas être une chose facile. Ça va être une période extrêmement fragile et difficile pour le Mali. Et c'est pour cette raison que nous devons multiplier et puis encourager, continuer à encourager nos frères maliens, puisqu'ils vont traverser encore des périodes de turbulence. Bon, donc, ils ont besoin de notre encouragement, ils ont besoin de notre soutien, et ils l'auront sans la moindre réserve. Et le soutien que nous apportons, nous avons tenu à le dire aujourd'hui pour le Mali, mais nous le dirons aussi pour d'autres pays, et que ce n'est pas un soutien qui est apporté à une organisation ou bien à un homme politique, mais c'est un soutien apporté au pays, au Mali et au peuple malien. Bon, donc ça, pour nous, c'était très très important que ça soit dit, que ça soit rappelé. Si
les circonstances le permettent, nous avons l'ambition aussi, d'une manière ou d'une autre, de faire un message aux autres pays d'Afrique qui, au jour d'aujourd'hui, traversent une situation politique extrêmement périlleuse. La semaine prochaine, il aura lieu à Conakry des élections présidentielles. 2 semaines après, il est prévu que des élections auront lieu aussi en Côte d'Ivoire. Nos pensées à nos frères et sœurs ivoiriens, et puis à nos frères aussi guinéens. Waraba d'Afrique, la semaine prochaine, fera un message spécial au peuple guinéen, la semaine prochaine. Nous ne pourrons pas mélanger cela par rapport à l'objet même de cette conférence de presse, mais la semaine prochaine, exceptionnellement, nous tiendrons un message exceptionnel à nos frères et sœurs guinéens. C'est notre devoir et nous l'assumerons la semaine prochaine. À défaut de pouvoir nous rendre sur place, nous tiendrons la semaine prochaine un message spécial à nos frères et sœurs guinéens, puisque toute notre attention, toutes nos prières pour que nos frères guinéens retrouvent la sérénité et surtout que la sagesse africaine soit au rendez-vous la semaine prochaine. Que la sagesse africaine l'emporte, puisque tous les dérapages ne feront pas l'honneur de l'Afrique. Le sang qui coulera pour des raisons électorales, alors qu'on est en 2020, ne fait pas l'honneur de l'Afrique. C'est une insulte contre les pères de l'indépendance et puis c'est une insulte contre l'intelligence africaine. Bon, donc, ce qui se passe en ce moment est source d'inquiétude. Je pense que tout Africain doit retrousser les manches et nous devons tous nous retrouver. Que Dieu nous donne les formules ou bien la formule la plus appropriée pour lancer un message fort à nos dirigeants que ce n'est pas possible qu'en 2020, on s'entretue pour des raisons politiques. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible qu'aussi qu'un leader politique de Trump, de celui du président Kamto, que ce n'est pas possible qu'une grande personnalité, une perle rare pour notre continent, telle que Kamto, aujourd'hui soit assigné à résidence pour la simple et bonne raison qu'il a demandé à ses partisans de manifester pacifiquement pour exprimer leur opinion par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Bon, donc, c'est aussi notre devoir, c'est le devoir de Waraba d'Afrique aussi, de dire que non, c'est pas possible. C'est une insulte contre ce grand pays, le Cameroun. Quand même, c'est pas possible. Depuis que le Cameroun est devenu indépendant, ils n'ont eu que 2 présidents. C'est quand même pas possible. Ça fait plus de 60 ans. 2 présidents. Aïdjo et puis Paul Biya. Pour un grand pays comme le Cameroun, qui a donné à l'Afrique autant de cadres, autant d'intellectuels, autant de penseurs. C'est quand même pas possible. Et ça, comment les Africains aujourd'hui, nous pouvons chacun se retrouver dans son petit coin, puisque nous sommes tous des rescapés, parce qu'il faut dire que nous qui sommes là, nous sommes des rescapés. Nous sommes des rescapés. Nous ne sommes pas le fruit, l'expression d'une vision africaine qui a fait qu'aujourd'hui, moi personnellement, je suis avocat, et que Caroline est ce qu'elle est, et puis Doro est ce qu'il est, et puis les autres sont des ingénieurs et des médecins. Il n'y a pas un plan, une vision africaine clairement définie qui pourrait générer des élites en Afrique. Non, ceux qui sont des élites, des grandes têtes en Afrique aujourd'hui, ce sont des rescapés. Et puis comme je suis rescapé, je me replie sur moi-même, puisque j'ai peur aussi de me faire emporter. On se replie tous, personne n'ose dire ce qu'il a dans le cœur. C'est pour cette raison que le Kamto et le reste vont se faire embastiller, puisque personne n'ose dire. Enfin, les peu qui ont le courage se font embastiller, et puis bon, voilà, on n'en parle pas. Donc je pense qu'il est temps, et moi je remercie ceux qui ont eu l'initiative de cette organisation panafricaine, qui est Waraba, que
bon, le temps de pleurnicher, le temps de se faire enfantier, ce temps-là est révolu. C'est terminé. Nous n'avons plus la force de pleurer. Le peu de force que nous avons, et je pense le peu, c'est peut-être peu dire, mais la force que nous avons, puisque nous avons la force que nous avons aujourd'hui, nous avons envie de se prendre en charge, d'être responsable et de ne pas accepter d'être enfantier. Ce temps-là est révolu, ce temps-là est passé. Nous ne sommes plus des enfants, ça fait 60 ans, on veut se prendre en charge. On veut se prendre en charge. On ne veut plus que les autres parlent de notre histoire. Non. Voilà. Donc ça, c'est le message, c'est la vision de Waraba d'Afrique que nous sommes allés défendre, nous sommes allés présenter à Bamako. Et puis le siège du panafricanisme, ça va être le lieu où les débats, le lieu où les actions, le lieu où les initiatives panafricaines doivent être décidées par les Africains pour l'Afrique. Puisque 60 ans après, nous ne pourrons plus continuer à être à Paris pour penser de ce que devait être l'Afrique de demain. C'est aussi la raison qui a fait que les membres de cette organisation ont décidé d'aller implanter le siège en Afrique qui sera construit par les moyens africains, par les Africains et pour l'Afrique. Et bon, voilà, là, je remercie le vice-président Doro. Il a pris l'initiative après décision prise par le bureau. Il a déjà pris contact avec un des responsables sur place qui est en contact avec un architecte pour essayer de commencer déjà à travailler sur le plan. Et puis, bon, nous osons très prochainement avoir la parcelle de terrain qui sera le siège de notre organisation. Et nous avons une très, très grande ambition pour notre continent. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Et avoir une ambition pour soi, pour notre continent, n'est pas un affront. Ça, il faut que ce soit très, très, très clair. Ce n'est pas un affront, ce n'est pas un défi contre qui que ce soit. Nous ne sommes pas en conflit avec personne. Non. Nous avons conscience et nous assumons notre responsabilité. Nous sommes une génération qui veut prendre en charge le destin de son continent. Nous savons que notre époque a des défis. Nous voulons que ces défis soient relevés dans le cadre du panafricanisme. Bon, voilà ce qui nous a amené à nous rendre sur place. Et le mot de la fin, c'est un mot de remerciement, de reconnaissance au peuple malien. Le mot de reconnaissance à toutes les personnes qui nous ont accueillis, la liste est longue, qui nous ont accueillis à Bamako, qui nous ont donné cet amour, enfin, encore renforcé notre amour pour l'Afrique, qui nous ont donné envie de nous battre pour notre continent. Ils ont été vraiment pour nous inspirants. Ce mot revient constamment. Mais bon, puisque je ne trouve pas un autre mot qui colle avec ce que nous avons vécu sur place, puisqu'ils nous ont vraiment encore motivés, encouragés et aller de l'avant. Et bon, voilà. Donc, qu'ils soient vraiment remerciés. Qu'ils soient remerciés et que Dieu soit à côté du peuple malien et puis des autorités maliennes qui leur donnent la force de remplir au mieux qu'ils peuvent la mission que Dieu a voulu leur assigner. Voilà. Bon, si vous avez des questions, il y a notre secrétaire qui vient d'arriver et qui répondra à vos questions. C'est vrai, oui. Bonjour à tous. Oui. Merci. Je vais pouvoir prendre plusieurs questions. Allez, oui. D'accord. C'est Dassan, la chaîne libre des Comores. Oui, on voulait savoir si vous allez aller aux Comores. Et si c'est oui, c'est quand. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent quel est l'objectif de cette ONG. Voilà. Badruddin de Facebook FM, Comores. Moi, ma question, ça repose sur ça, parce que la plupart
des politiciens africains ou bien la plupart des ONG africains ou bien des gens qui veulent gérer le pays africain, la plupart d'eux, ils se font passer comme des gens de la société civile, comme déjà des ONG qui luttent contre la dictature qui sont dans leur pays. Mais une fois arrivés au pouvoir, ils deviennent purs que les autres qui étaient là. Quelle assurance que vous voulez donner les Africains qui subissent la dictature de leur dictateur dans leur pays? Parce qu'on voit que la plupart, même les militaires eux-mêmes, s'ils font le coup d'État, ils font des coups d'État pour dire on chasse le dictateur pour rétablir. Mais une fois arrivés au pouvoir, ils deviennent plus en plus purs par rapport aux autres. Quelle assurance que vous donnez les Africains? Y a-t-il encore des questions? Je vous donne après, mais répondez déjà après là, je pense. Alors, donc, pour aller aux Comores. Vous savez, nous sommes une ONG d'action. Nous réfléchissons sur les actions. Aujourd'hui, le Mali a donné l'opportunité à Waraba d'Afrique de prendre de l'élan. Donc aujourd'hui, nous avons l'option d'avoir ce projet de siège permanent au Mali. Et ensuite, nous avons 2 actualités, voire 3, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, parce que ce sont des actualités brûlantes. Il faudrait absolument que nous marquions notre attachement à nos objectifs, le soutien au peuple, le soutien à une démocratie. Et voilà, on est dans cette urgence-là pour l'instant. C'est vrai, et je laisserai la parole au président Saïd, qui est justement un membre de la société civile du Comore, pour pouvoir dire quelles seront peut-être les projections, on va dire à moyen terme, par rapport au Comore. Mais à l'heure actuelle, nous avons 3 urgences. La Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui sont vraiment actuellement ce qu'on appelle la mamité sur le feu. Et pour les Comores, Saïd, tu peux dire un petit. Oui, juste une précision de taille, parce que pour les Comores, je ne suis pas la société civile, justement. Je suis un acteur politique très actif, puisque je suis le vice-président du Conseil national de transition aux Comores. Voilà. Et aux Comores, Waraba d'Afrique a des idées très précises. Mais comme le disait la secrétaire générale de Waraba, il ne faut pas vendre la peau de l'os sans l'avoir tué. Nous sommes une ONG tout à fait récente, hein. Ça fait à peine 1 mois que nous existons déjà. Je pense qu'il faut... Les organisations qui sont membres de Waraba, ça fait longtemps qu'elles existent. Les organisations membres. Mais Waraba, en tant que structure qui fédère les organisations, elle est récente, à peine 1 mois. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, la première action que nous avons menée, c'était le 5 septembre, on est le 8 octobre. 7, voilà, 7. À peine 1 mois. Donc, 1 mois, nous avons déjà 2 bilans. Un bilan avec 2 actes déterminants que nous avons accomplis en 1 mois. Donc, je pense qu'il faut nous laisser digérer d'abord. Il faut nous laisser digérer ce qui vient voilà, ce qui vient de se passer, puisque bon, nous on est encore sous les charmes, sur le choc de ce qu'on vient de vivre. Bon, voilà. Bon, donc, mais les Comores est dans les tablettes, quoi, voilà, de Waraba d'Afrique. Et nous dirons très prochainement nos actions sur les Comores. Mais les Comores, je peux vous dire en tant que président de Waraba d'Afrique, les Comores est dans la tablette de Waraba d'Afrique. Mais on vous dira plus dans les prochaines semaines, prochains mois. D'abord, le siège, c'est l'élément, on a vu, à notre avis, qui est quand même très important, puisque c'est ces sièges, et puis les 2 actualités brûlantes, Côte d'Ivoire et puis la Guinée, ce sont ces actualités qui vont asseoir justement la crédibilité du Waraba d'Afrique. Et tout qui nous permettra après d'avoir plus d'adhésion pour franchir l'océan Indien et arriver aux Comores. Voilà, mais bon, c'est dans la tablette. Soyez rassurés que ce que nous faisons, incontestablement, aura un impact aux Comores. Sur la question
des dictateurs, société civile aujourd'hui, et puis dirigeants dictateurs demain. Ça, on ne peut pas jurer, on ne peut pas prédire ce que sera l'avenir. Mais bon, nous, que Dieu nous préserve, on souhaiterait être en cohérence. C'est notre souhait, c'est notre combat de tous les jours. On est des êtres humains, mais on souhaiterait être cohérents, que nos actes soient cohérents par rapport à nos discours, par rapport à notre combat. Bon, nous ne ferons pas le procès des autres qui étaient démocrates et qui sont devenus dictateurs, mais nous, on va faire cet effort de ne pas commettre les mêmes crimes économiques, les mêmes crimes politiques que ceux commis par ceux qui dirigent notre pays aujourd'hui. Mais ce que nous savons, les choses changent en Afrique. Les choses changent en Afrique. Et nous, Waraba d'Afrique, Waraba Afrique, nous allons travailler pour permettre à la société civile africaine d'avoir les moyens d'imposer un autre environnement, un autre climat permettant aux gens de s'exprimer en toute liberté en Afrique. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du panafricanisme, c'est bien beau de parler de panafricanisme, mais il faut que cette notion, ce concept soit partagé, accepté, partagé et soit dans la vie quotidienne des Africains. Et pour ça, il faut mener des actions concrètes. C'est ce que nous entendons faire. Et c'est pour cette raison que nous avons ce projet de nous implanter en Afrique, à Bamako, et puis partir sur place dans d'autres pays pour dire de quoi il s'agit. Et c'est pour cette raison que nous pensons aussi que demain, si les circonstances le permettent, aller par exemple en Guinée-Conakry, dans le cadre de la campagne électorale en cours, tenir un meeting panafricain pour appeler les électeurs à faire leur choix en fonction de l'adhésion ou bien du positionnement panafricain d'un ou bien des candidats, pour nous c'est une approche. Moi j'ai entendu un des candidats guinéens, c'était ce matin, bon chacun peut dire ce qu'il veut, bon ça m'a fait un petit peu rire, puisqu'il y a un des candidats, pour avoir justement une sympathie panafricaine, a dit que moi je suis panafricain. Ça, c'est un des candidats à la présidence de la République de Guinée. Bon, donc, c'est pour vous dire que, bon, il ne faut pas sous-estimer ce concept panafricain, puisqu'il y a un des candidats, et ne pas le moindre, mais je ne vais pas le donner son nom, je ne vais pas le citer, mais il l'a dit, et moi j'ai entendu hier et puis ce matin, en disant que, ben, écoutez, moi je suis panafricain, je suis pour la Fédération d'Afrique, pour les États-Unis d'Afrique. C'est un des candidats et non pas le moindre. Bon, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on a les moyens, les circonstances le permettent, il va peut-être mettre les paroles à l'acte. Voilà, bon, donc on pourra aller dans un pays, soit Côte d'Ivoire ou bien la Guinée, et puis peut-être Burkina dans les prochains mois, aller tenir des meetings panafricains, voir des Africains, des électeurs, voir des Africains de tous les pays, tenir un meeting pendant la période électorale qui ne soutient aucun des candidats, mais qui prône des valeurs africaines sur la base, sur un concept panafricain, moi je pense que ça peut être aussi une forme de contribution que nous pourrons apporter. Aujourd'hui, si nous sommes nombreux à nous rendre par exemple dans un pays qui peut être les Comores, qui peut être Madagascar, qui peut être Maurice et Congo ou bien le Cameroun, nous allons dans un pays africain, tous ensemble, on tient un meeting panafricain pour dire que, écoutez, nous ne sommes pas d'accord qu'un leader politique de cette allure comme Kamto plutôt, M. Kamto, se fait placer en résidence surveillée sans le moindre motif légal. Ça, c'est une forme de contribution pour le panafricanisme, puisque ça veut dire que nous nous sentons tous concernés de ce qui se passe au Cameroun. Et ça peut être valable aussi pour les Comores. Bon, voilà l'approche que nous avons de cela. Et puis après, bon, il y a l'aspect panafricain, la souveraineté économique, la souveraineté linguistique, la souveraineté culturelle. Ça, c'est notre aspect aussi. Mais c'est dans la vision que nous avons
Nous avons aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple, nous avons un de nos amis, un de nos partenaires qui est à Bamako. Il travaille sérieusement pour la souveraineté économique aussi de l'Afrique. Il travaille et il est dans ce concept, il y croit, il est investi, sérieusement investi. Lui, il est dans la vision économique, de la souveraineté économique de l'Afrique. Il travaille, il a ses structures économiques purement africaines, de la production locale africaine. Pour ça, ça viendra après. Ça viendra après, puisque chaque chose a son temps. Voilà. Oui, il y avait une question. Ok, je suis Jean-Célestin Djangué, je suis journaliste essayiste, correspondant Europe du quotidien Le Messager. J'ai une question, mais à plusieurs volets en fait. Le premier volet concerne le siège de Waraba à Bamako. Comment allez-vous le financer? Parce que l'idée est formidable, elle est belle. Quand on sait que, en dehors des partis qui sont au pouvoir, très peu de partis, même d'opposition, ont des sièges dignes de ce nom. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens de le financer, de construire des sièges. Comment vous, voilà, vous allez faire? Ça, c'est la première question. Combien de temps pensez-vous que ça va prendre pour que ça soit concret, matérialisable? La deuxième question, elle concerne la situation préoccupante dont vous décrivez dans au moins 3 pays. De la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Est-ce que vous allez vous rendre au moins dans un des 3 pays? On ne comprendrait pas que vous soyez allé à Bamako, que vous ne puissiez pas aller à Conakry, à Abidjan, à Yaoundé. La dernière question, elle concerne la situation du professeur Maurice Kamto, qui effectivement est un leader incontestable, mais qui a aussi un passé. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur son passé, vous le gommer et ne tenir compte que de l'homme nouveau. Comme frère tout à l'heure posé une question très intéressante. Kamto a fait le cheminement inverse. Il a commencé par travailler avec le dictateur, et pas pendant 1 ou 2 ans, plus que ça, hein, avant de se rendre compte peut-être qu'effectivement, il était dans le mauvais camp, et de changer aujourd'hui. C'est une question qui est capitale. Elle est capitale parce que la plupart de nos frères et sœurs, quand ils sont dans l'opposition, ils sont véhéments. Moi, je connais le professeur Alpha Condé ici à Paris. Il était président de la FEANF. Et la FEANF, on ne peut pas taxer la FEANF d'être une organisation qui n'aime pas l'Afrique, qui ne combat pas pour l'Afrique, qui ne lutte pas pour les idéaux africains. Regardez ce qu'il est devenu le pouvoir aujourd'hui. Dans cette question aussi, on ne peut pas ne pas se la poser. La question, vous l'avez dit, Maître Saïfou, vous avez dit la question du renouvellement des élites. On a l'impression que nos chefs d'État, quand ils sont élus, bon an, mal an, ils ne pensent pas que l'élite puisse se renouveler, que des hommes nouveaux puissent venir dans un continent où 66 à 70% de la population a moins de 25 ans. Vous n'avez pas un seul pays où vous avez un ministre qui a moins de 25 ans. Pas un pays d'Afrique n'a un ministre qui a moins de 25 ans. Si, depuis quelque temps. Le Rwanda. Non, il n'a pas moins de 25 ans. 19 ans. Oui, mais il n'a pas moins de 25 ans. Je ne parle pas seulement de l'âge, oui, de la maturité politique. Mais on a des jeunes qui sont de plus en plus intelligents, qui sortent de plus en plus cultivés, diplômés très tôt. On ne leur donne pas leur chance. Bon, on prend l'exemple du Rwanda, oui, c'est un exemple. Mais est-ce que le Rwanda, sur 54 pays, est un seul? Un seul pays a un ministre qui a 10 ou 20 ans, et on va applaudir que c'est bien. 66-70% de la population, c'est un sujet que je connais tellement, la jeunesse, a moins de 25 ans. Ceux qui gouvernent pour qui? Puisque la majorité de la population ne se reconnaît pas là-dedans. Ils gouvernent pour qui?
penser à cette question-là. Vous ne pouvez pas demander à des vieillards de penser que les jeunes existent, puisque ils n'ont même pas dans leur gouvernement quelqu'un qui peut ressembler à ces jeunes-là. Et encore, la jeunesse, ce n'est pas une question d'âge seulement, c'est une question d'état d'esprit. Voilà les trois questions que je voulais poser. Il y a Doro qui souhaiterait prendre la parole. Tu peux tenir comme ça. Bonjour tout le monde. Bon, moi, je vais répondre auprès des questions de notre collègue. Warba d'Afrique, cette ONG ne soutient pas en partie. Ni Kanto que vous voulez citer, ni d'autres. Non. Parce que Warba d'Afrique, c'est une ONG panafricaine. Elle a sa idéologie qui est pour le bien de l'Afrique. On a notre programme. On ne va pas juger la personne. Comme dit les Français, c'est les imbéciles qui ne changent pas. Peut-être. La personne a collaboré, mais la personne a compris qu'il faut changer parce que la population a changé. Warba montre son programme qui est bien pour l'Afrique. Un candidat ou une candidate qui adhère que ce programme, j'en prends, alors les panafricains sont là pour vous voir, est-ce que vous avez appliqué ou pas? Parce qu'ils savent que si vous appliquez ce programme, c'est bien pour l'Afrique et c'est bien pour votre pays. Ça, c'est le cas de Kanto. Mais ce que Warba peut dire, que ça soit dictateur ou collaborer avec, mais l'homme ou femme a été quand même mis dans une situation ou une arrestation ou une surveillance qui est anormale, on va dénoncer, mais ce n'est pas qu'on le soutient. Voilà, ça c'est le point par rapport au cas de Kanto. La deuxième question, c'est sur... L'argent qui tombe, ça veut dire que Waraba commence à être Sur riche. le siège de Waraba, comment le financer? Exactement. Et la visite dans les autres trois pays. Bravo. Pour la chaise, parce que je commence à avoir l'âge, peut-être les cerveaux commencent à disjoncter. Le financement, surtout, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Warba ne va jamais tendre la main à une institution qui va le subventionner et cette institution va nous dicter sa loi. Je ne veux pas citer le nom dans l'institution, mais Warba va demander aux citoyens africains, que ce soit nos footballeurs, que ce soit nos artistes, que ce soit même les Africains qui sont millionnaires ou pas, de financer cette chaise, qu'on sera autonome, indépendant, qu'on peut dire et défendre l'idée que les panafricains veulent. Mais parce que si on acceptait l'argent on peut nous dire, fermez vos gueules, voilà ce que vous devrez faire. Voilà, et je laisse Caroline répondre le reste des questions. Alors, vous avez posé la question sur combien de temps? Combien de temps? C'est un projet. C'est un projet donc architectural. Il y a des délais qui sont légaux, il y a des appels d'offres à faire. Tout ça, on va marcher dans la norme. Même si on avait la science infuse, même si on avait des millions là, on ne pouvait pas le construire en 6 mois. Donc actuellement, nous sommes en train de contacter les architectes. Les architectes, on va dire, qui ont une conception de l'Afrique. Hein. Donc on a plusieurs noms dans la tête, on a contacté plusieurs. Parce qu'il faut savoir que dans l'école d'architecture à Paris, beaucoup, ceux d'origine africaine, ont déjà pensé à ce genre de structure, mais n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Et vous verrez les différentes architectures en France. Vous allez regarder, c'est ce qu'on appelle les soutiens de ces élèves qui ont été pris pour construire les différentes architectures. Donc quand je me suis rendue comme ça, je dis mais c'est incroyable de ne pas vous exprimer plus. Ils disaient non, c'est notre mémoire et le mémoire en fait ne vous appartient pas. Et donc il y a pas mal, on en a trouvé 2 ou 3, plus en Afrique aussi. Donc c'est ces personnes-là, maintenant il faut discuter, puisque c'est un concept architectural. Évidemment, nous espérons que ces architectes seront des panafricanistes, qui ne vont pas nous facturer autant qu'une société. Mais voilà, c'est une démarche de projet standard. Donc ça peut être quelque chose qui peut aller sur 2 ans, 3 ans, mais en tout cas,
la démarche va être officielle, on va le dire officiellement. Concernant la visite dans les pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, mais c'est des projets. Nous, c'est vrai que de prime abord, on a pensé à la Guinée, parce que c'est là, d'autant plus qu'un des candidats se dit qu'il n'est pas l'africaniste. C'est le président sortant, il faut le dire. Oui, c'est vrai que c'est Alpha Condé qui... C'était très surprenant, parce que son discours a changé depuis quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, il renie même certains de ses propos. Peut-être que dans cette mouvance-là, on va dire, recevez-nous, je ne sais pas, il faut voir. Non, mais recevez-nous pour pouvoir faire notre meeting. On verrait. Pour la Côte d'Ivoire, en ce moment aussi, c'est extrêmement tendu. Mais nous avons, parmi nous, ici en France, des panafricanistes qui... la Côte d'Ivoire et la Guinée, je pense que c'est des endroits où on peut aller. Quant au Cameroun, parce que je suis une activiste politique camerounaise, les gouvernements camerounais sont comme De Gaulle. C'est-à-dire, on vous dit des choses, mais on ne pense pas du tout ce qu'on vous dit. Mais ils ont été à la bonne école, quoi. Ah, ils ont été à la bonne école. Bien sûr, n'oubliez pas que le Cameroun est le premier élève un peu de la France, donc nous avons été à la bonne école. Et donc, c'est peut-être aussi, il faudra qu'on voit dans Waraba, si eux, ils peuvent partir au Cameroun sans moi, par exemple. Il faut qu'on trouve quelle astuce aussi, un moyen pour pouvoir se rendre au Cameroun. Et je pense que c'est des choses qui peuvent se faire. D'autant plus que l'ambassadeur nommé par la photo Paul Biya est arrivé actuellement, il est très ouvert, ce monsieur Titi. Alors, allons voir ce qu'il va dire. Il faut aussi qu'on les prenne au mot. Peut-être qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent. C'est nous qui interprétons mal aussi. Donc, il faut aussi voir. Quant à la situation de M. Maurice Kamto. M. Maurice Kamto, je tiens à vous le présenter, c'est l'un des 5 avocats du monde. C'est l'un des meilleurs avocats du monde. Ils sont 5 qui siègent, dont M. Kamto. Il faut savoir qu'actuellement, quel que soit Alpha, en 2020, est-ce qu'on peut encore accepter qu'une personne, parce qu'il est opposant, disons, parce qu'il veut marcher, parce qu'il veut s'exprimer, qu'on l'encercle militairement, et sans lui dire pourquoi on l'encercle. Actuellement, il est encerclé sans raison. On ne dit pas pourquoi, on le laisse. Il n'a ni droit de sortir, ni droit d'entrer. Actuellement, apparemment, ils ont laissé son épouse sortir pour aller voir un médecin. Mais est-ce qu'en 2020, dans des républiques qui siègent à l'ONU, on peut accepter qu'on embastille encore une personne pour ses idées? C'est la question. Quelle que soit son origine, pourquoi son combat. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que nous aussi on se pose cette question, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut poser cette question au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union africaine, et aussi au niveau de nous, les afro-descendants ou les citoyens du monde. Et il faut réagir, il faut le refuser, il faut absolument faire quelque chose, sinon on va se retrouver comme notre ancienne candidate, comment elle s'appelle, Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi qui a fait 21 ans. Birmanie. Et je rebondis sur cette question, on dit, voilà, une personne pour qui tout le monde s'est battu pour qu'elle soit libérée, aujourd'hui, c'est la même personne, cette présidente, qui se comporte de manière dictatoriale envers son peuple, les Rohingyas. Oui, mais nous, citoyens du monde, on se dira, on a fait ce qu'il fallait faire pour qu'elle soit libérée. On a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, les hommes sont les hommes. Elle opte pour une dictature envers un autre peuple, les Rohingyas, parce qu'ils sont musulmans et tout ce qu'on sait. On va aussi se battre. Mais actuellement, au Cameroun, M. Maurice Kamto est encerclé parce qu'il a décidé de marcher et de dire non ou de dire merde. Est-ce qu'on encercle une personne pour ça? Est-ce qu'on tue pour ça? Est-ce qu'on vous torture pour ça? C'est ça une des questions. Et c'est des questions que nous, panafricanistes, on doit se poser comme question. Et le renouvellement des élites, même en France, c'est un combat. C'est un combat. Il est permanent partout. Nous en Afrique francophone notamment, le renouvellement ne se fait pas parce que ce n'est pas nous qui choisissons nos leaders. N'oublions pas, nos présidents ne sont pas choisis par le peuple. Donc déjà, c'est un peu compliqué de renouveler, mais c'est un combat. Il ne faut pas le perdre de vue. Nous avons 70% des gens, de la population africaine, chez les francophones qui sont jeunes. C'est à nous de nous organiser. Rien ne viendra du ciel, ça c'est clair. À nous de trouver les chemins. Et nous qui sommes un peu, on va dire, à l'extérieur par rapport à ceux qui sont à l'intérieur, je veux dire en Afrique, on a fait les mêmes études, on fait les mêmes écoles que ceux contre qui on se bat. Réfléchissons pour trouver. Mais rien ne se fait de manière infuse. Hein. C'est un combat lent, long,
Mais lorsqu'on est motivé, eh bien, commençons quelque chose. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Juste ma dernière question, toujours Badruddin de Facebook FM. Vous venez de nous dire là que, si on a bien compris, la plupart des gens qui font votre ONG, la plupart, vous êtes des activistes politiques. Vous venez de dire que vous ne pouvez pas conduire la délégation de l'ONG de Waraba pour aller au Cameroun parce que vous êtes un activiste politique. Aujourd'hui, le président de cette ONG, il est aussi activiste politique au Comores. On a bien compris qu'il ne peut pas aussi conduire cette ONG pour se rendre au Comores. Vous parlez de la démocratie qui sont bafouées sur le pays africain. Comment vous comptez accéder dans ce pays-là, or que vous allez se battre avec des dictateurs, vous voulez lutter contre ces dictateurs, or que ces dictateurs, eux aussi, ils vous suivent de près pour s'organiser, vous aussi. Vous croyez que si aujourd'hui vous n'avez pas conduit cette ONG à aller dans votre propre pays, le dictateur ou bien le président qui dirige ce pays-là, ils vont accéder, ils vont permettre des étrangers, activistes politiques des ONG, rentrent dans son pays pour aller changer les idées de la population. Ma question, il est là. Si aujourd'hui vous accédez au Bamako, vous allez au Mali, c'est parce qu'il y a eu un changement de pouvoir. La junte militaire qui sont là, il vous a bras ouverts parce qu'il y a un changement de pouvoir. Et les autres pays sont encore dirigés par des dictateurs. Comment vous pensez à accéder dans ce genre de pays? Alors, donc c'est une très bonne question. Oui, merci. Je pense que la déontologie de l'organisation, son objectif, c'est de pouvoir implanter cette déontologie dans tous les pays, même à distance. Puisque un travail comme celui-ci ne peut pas être réalisé que physiquement. Et nous travaillons intelligemment afin de pouvoir faire participer, faire et faire faire, savoir et savoir-faire, et accompagner, faire accompagner. Donc c'est ce que nous comptons faire, puisque on sait, les communications, elle est le grand guerre, elle est aussi le grand gagnant dans le monde. La communication est le principal. Donc notre déontologie, c'est de pouvoir faire la communication au niveau des pays, quelle que soit la représentativité de politiques dictatoriales ou de politiques sans propre, afin que les populations de base comprennent que les politiques sont là pour eux. Ce qui est aujourd'hui la difficulté des Africains, c'est que 80% des Africains ne pensent pas que les dirigeants qui sont là, ce sont eux qui l'ont mis là. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vois les élections africaines, quand ça commence, les gens préfèrent aller voter avec un t-shirt, ou aller voter avec un capuce, aller voter avec un paquet de thé, ou avec un billet de 5 000, ou un 5 euros ou 10 euros. Vous voyez? Donc, la notion de citoyenneté que nous enseignons, ou nous voulons enseigner aussi, que les gens enseignent, c'est d'avoir sa propre liberté citoyenne, sa propre devoir citoyen et s'impliquer en qualité de peuple africain, de s'impliquer en qualité de citoyen tout court. Donc, chaque citoyen puisse battre à son niveau, moi, toi, lui, l'autre, chacun d'entre nous, chacun d'entre eux, s'ils comprennent cette déontologie, personne ne pouvait venir après leur dire oh, votre grain est là, moi je suis là, je suis Paul, ben j'aime bien Paul Biya, donc je vais que malgré son âge, malgré la situation du Cameroun, je sais qu'on peut mariner encore Paul Biya pour passer. Non. Et si les citoyens comprennent, ils vont dire non. Vous comprenez? Donc moi je pense que c'est la sensibilisation, la communication,
la mobilisation, ils sont le plié des Warabas d'Afrique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et les pays dont nous recensons actuellement, ce n'est pas que quand on recense ces pays-là, obligatoirement, un des acteurs nationalité de ces pays a y combattre. C'est pas le but. Moi, j'y peux Je aller. peux aller vite parce que Est-ce qu'on peut le considérer? la communication, je peux le faire, vous pouvez le faire, C'est ça. l'autre peut le faire. C'est ça. Quand ils ont dit on va au Mali, moi j'ai dit que non, je ne pouvais pas partir pour des raisons professionnelles et de santé. Mais moi, je pars. Je ne suis pas parti, j'ai resté là. Je suis malien. Je connais très bien le Mali. Je connais très bien les gens qui étaient au pouvoir et ceux qui viennent aussi au pouvoir. Je les connais très bien tous. Mais je n'ai pas participé. Pour des raisons simples, j'ai dit des choses professionnelles et ensuite santé. C'est pour ça que je n'ai pas participé. Sinon, je pouvais participer. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de communiquer. Pendant ces temps-là, ils étaient là-bas, je communique aussi. Et la communication, elle est importante. Très, très, très importante. Donc, notre arme de guerre, c'est la sensibilisation, la communication et la mobilisation. C'est les trois armes que nous avons pour amener ces combats. Alors, concernant les gens qui ont de mauvaises pensées, ou concernant les gens qui sont aujourd'hui, tels que le président guinéen, par exemple, quand on va à son truc, il était contre la dictature, aujourd'hui il est devenu dictateur. Ça, c'est des choses individuelles. Alors, qu'est-ce qui peut éviter à ça? Déjà, faire une animation autour qui pouvait déjà faire regretter la personne qui a déjà fait ça, et ensuite, ceux qui avaient envie de passer là, se reculent. C'est la seule façon de redresser les choses. Et c'est la seule façon aussi de faire ce combat. Et ce combat doit être mené sans arrogance, sans critique, de façon criminelle, ça c'est clair, et aussi sans affrontement. Parce que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Regarde, quand on regarde quelques exemples de l'Afrique ou des pays colonisés par l'Angleterre, par la France, par le Portugal, ailleurs. Ces pays colonisés là, quand l'Afrique se dit, nous les Africains, on va ensemble et on va défendre les Caraïbiens, tous ensemble, nous allons prendre notre plateau, notre destin en main. Je pense que la première des choses, c'est protéger d'abord leur territoire. Et quand on dit la protection du territoire, ça va baser sur 2 ou 3 choses. La protection des ressources minières, la protection des citoyens et la protection du commerce international. Tu vois? Et quand on a la capacité de pouvoir maîtriser celui-ci, entre nous les Africains, vous allez voir que les autres nous respecteront et nous comprendront. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui disent, par exemple, je prends un exemple de France CFA, Kémy Séba, qui était en Afrique, qui est parti dans quelques pays, il a été même refoulé dans certains endroits. Ils n'ont pas accepté. Mais pourtant, l'idéologie qu'il a pour cet aspect-là, c'est important. Les francs CFA, les garanties des francs CFA au niveau de la France. Est-ce que la France a tordu la main d'un président africain devant le monde pour dire il faut faire ça? Non. Non. Ça n'a pas été. Ce n'est que simple proposition, négociation. Donc, c'est la communication. Donc, mot contre mot, capacité de conviction. Et si tu arrives à convaincre ton partenaire, tu gagnes. Vous voyez? Donc, c'est cet aspect qui est important. Quand on dit maintenant, les banques centrales africaines, le 75% de sommes francs CFA et au trésor public français, Banque de France,
voyez? Et les 25% qu'ils ont, débrouiller avec. Mais si vous avez des difficultés, nous, on va essayer de débloquer quelque chose. Et débloquer quoi? C'est la production des billets. De dire, voilà, on va donner cette quantité de billets à tel pays. Et ils s'opposent souvent. Ou sinon, avoir de dire, voilà, on vous donne un crédit. Non, c'est votre propre fonds qui est là et qu'on vous donne encore crédit. Et vous les payez avec intérêt. Et pourquoi ce pays-là, pourquoi ces responsables-là ne peuvent pas dire non, si elle est bien, notre convention, c'est ici et ça. De Gaulle. Oui, cette convention de De Gaulle, il a fait pour développer la France, il en a fait. Maintenant, si les autres sont venus pour dire qu'on a compris, ce système-là ne nous va pas, pourquoi ne pas battre ensemble de dire non, une fois par tous? C'est tout. Hein? Donc c'est toujours l'étape de négociation les plus expliquants, les plus diplômés pour expliquer les choses clairement, convaincre son prochain, c'est ça qui gagne. Donc l'Afrique, il faut qu'on gagne avec ce qu'on dit et ce qu'on fait aussi. Voilà, quand on dit, il faut le faire. Merci. Dernière question. Je vais compléter, vraiment, il faut savoir que à Waraba d'Afrique, je ne me bats pas pour le Cameroun. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Nous nous battons pour l'Afrique. Alors si moi, idéalement, d'ailleurs on dit que nous les prophètes chez soi, idéalement, pour être sûr qu'on a bien compris, ce serait bien que d'autres partent au Cameroun expliquer le problème. Moi, je peux aller. Voilà. Au Niger, ce serait peut-être moi. Voilà. Mais qu'on échange justement pour pouvoir dire est-ce que ce qu'on veut dire est bien compris. Et c'est encore plus important. Parce que sinon, on va vous taxer de patriotisme ou de tous ces... Mais la question est là, madame. Et si aujourd'hui, le dirigeant de votre pays, ils n'autorisent pas les citoyens de leur propre pays à rentrer dans leur pays pour aller passer un message, croyez-vous qu'ils vont laisser rentrer des étrangers? Parce que au Cameroun, nous, oui. Voilà. Au Cameroun, nous adorons les étrangers. Une dernière question. Non, c'est le dirigeant que je vais dire. Non, puisque l'avantage du Cameroun, c'est qu'on n'a plus de dirigeants. Et ceux qui sont là sont sages. Ils ne refuseront jamais le visa à un non-Camerounais. Une dernière question. Oui. Quelles sont les conditions pour adhérer à cette ONG? Pardon? Les conditions pour adhérer à cette ONG. Merci, il y a un bon endroit aussi. Je vais répondre aux questions que vous avez faites par rapport, vous êtes activiste aujourd'hui, demain tu deviens dictateur. Dans cette organisation, ce qu'on avait fait, on est en train de faire sur les réseaux sociaux, et de faire comprendre à la population qui n'ont pas de réseaux sociaux, nos messages, nos vidéos, et de les faire comprendre que nous, on est là pour eux. Ça veut dire que nous, on est bien placés, on est en France, on a du travail, on a tout ce qu'il faut. Mais ce sont eux qu'on ne sait pas pour eux. Donc, dans cette raison, à chaque endroit aussi, on essaie de créer une structure pour eux. Par exemple, pour la sensibilisation, parce que toutes les autorités africaines sont au courant de ce qu'on est en train de faire. Nos vidéos, par exemple, dans les cas d'humanisme, on fait des vidéos aussi. Par exemple, les cas de l'autre là, Sumela Sissé, on a fait pour venir en aide. Parce que c'est une humanitaire. On s'en fout de ton parti, de ce qu'il y a. Nous, ce qu'on fait, l'humanitaire. Par exemple, à des pays qu'on dit on ne peut pas accéder maintenant, mais on a des bureaux là-bas qui sont là-bas. Nous, on ne sait pas pour eux. Nous, on est bien ici, on est très bien. Mais la situation en Afrique, nous, on est des Africains. Si on a une humanitaire dans notre cœur, on devrait comprendre. On devrait comprendre. Et ce sont eux aussi qui sont mieux de comprendre. Parce que nous, on ne se bat pour eux. Nous, on a tout ce qu'il faut. Nos enfants vont dans des bonnes écoles. Ce sont eux, leurs enfants meurent dans le désert, dans la mer Méditerranée. Ce sont eux. Nous aussi, on s'est rassemblés, on a compris ça. C'est inacceptable. Il faudrait qu'on se bat pour eux. C'est pour cela que les dirigeants africains devraient être de notre côté. Parce que nous, on est en train de dire à l'Occidentaux ce que lui ne peut pas dire.
Donc il devrait être, on est dans le même combat, aussi même aux Occidentaux aussi, et aussi on est dans le même combat que eux. Parce que nous, on est là pour le bien de tout le monde, pour qu'on puisse vivre ensemble, parce qu'on est devenus des familles, parce que nos grands-parents sont venus ici pour défendre la dignité. Pour ma question. Et ta question? Quelles sont les conditions pour l'adhésion? L'adhésion, tout le monde, toute personne, que ce soit européen, que ce soit africain, d'ailleurs nous, la majoritairement, ils sont tous européens, que ce soit africain, que ce soit européen, et tu peux adhérer. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Femmes, hommes, tout le monde. Jeunesse, vieux, voilà, tout le monde. Actuellement, on a besoin de tout le monde pour adhérer. Les journalistes, importants, les chanteurs, tout le monde. Ce qu'il voulait dire. Alors, donc, je vais répondre en tant que secrétaire, parce que comme on est secrétaire général, donc la partie administrative, évidemment, on respecte. C'est une association loi 1901 avec un droit d'adhésion. Donc, c'est une fédération d'associations, mais aussi nous prenons ce qu'on appelle les personnes individuelles. Et l'adhésion, quel que soit votre moyen d'entrée, soit en association, soit en individuel, on met une adhésion, pour l'instant, a été votée à 50 € pour une année. C'est des adhésions qui vont nous permettre, vous avez tous compris, de payer ce qu'il nous faut, c'est-à-dire de quoi travailler. C'est vraiment le minimum qu'on puisse nous demander. Et surtout, on veut une adhésion de cœur. Des gens motivés, puisque nous sommes une association d'action. Donc, il nous faut des gens qui sont prêts à aller à l'action selon nos objectifs qui sont décrits dans le statut et dans nos règlements intérieurs. Donc, nous avons donc, comme tout le monde, les Facebook, les réseaux sociaux, le site internet qui est en cours, tout est mis en place pour que vous puissiez entrer en communication avec nous. Voilà, la question de la nationalité que mon collègue Abdraman vient de soulever, il faut qu'on soit clair dessus. C'est une association des Africains qui se bat pour notre droit. Mais parce que parmi ces Africains-là, on a des gens qui ont la nationalité française, espagnole, autre. Parce que pourquoi? Parce que nos chefs d'État n'ont pas pu défendre notre identité. On rentre en France 10 ans sans papier. On rentre en Espagne 20 ans sans papier. Donc on s'est battu pour avoir leur nationalité. Il faut qu'on vous dise clairement, on dit chapeau à ces Africains qui ont accès à avoir d'autres nationalités. Il ne faut même pas citer de dire que vous êtes nationalité française ou espagnole. Vous êtes africain. Vous avez battu pour avoir cette nationalité, ne même pas à citer ça. On est des Africains. Chapeau, vous prenez leur nationalité pour vous mettre à l'abri. Mais on va se battre pour gagner ensemble. Voilà. Merci. Merci pour vos contributions. Et j'insisterai sur deux choses. Caroline l'a dit tout à l'heure, que lorsqu'on se bat, on ne se bat pas pour quelqu'un ou bien pour une organisation. Nous avons tous chacun un pays d'attachement, mais notre pays, c'est notre continent. Nous avons un pays d'attachement. Bon, donc, nous, on ne se bat pas pour un pays quelconque, mais on se bat pour notre continent, pour que cette valeur, les valeurs panafricaines, soient une réalité sur l'ensemble de notre continent africain. Voilà. Et cela ne veut pas dire que, bon, il n'y a pas d'autres organisations ni des hommes politiques qui ne peuvent pas rentrer dans cette organisation. La preuve en est que même là où nous sommes passés, il y a des hommes politiques qui se sont prononcés favorablement et qui vont sans doute adhérer aux valeurs. Demain, lorsque nous irons à Conakry, la semaine prochaine, lorsque nous irons à Conakry, nous n'allons pas soutenir un candidat. Nous allons soutenir les valeurs panafricaines et puis les candidats se positionneront. Mais ça a été dit tout à l'heure et je le répète, nous constatons, heureusement, nous sommes très contents de constater que les candidats prennent conscience de cette réalité panafricaine et revendiquent même leur appartenance au combat panafricain. Ça, c'est une victoire. Donc, c'est une réalité. Et bien, nous osons espérer que dans tous les pays d'Afrique, les futurs dirigeants de nos pays revendiqueront leur attachement à ces valeurs. Et j'en profite pour... Bon, ça a du mal à être une réalité, mais c'est une réalité. La libération de Soumaïla Cissé
et de Sophie également, Petrona. Nous tenons quand même à nous féliciter pour leur libération. Ça a du mal à être une réalité, mais c'est une réalité. Et nous nous félicitons de cette libération. Et nous partageons la joie de leur famille et des militants de Soumaïla Cissé, de ceux qui les soutiennent. Je pense que c'est une très très bonne chose pour le Mali. Et nous encourageons les dirigeants maliens, à tous les peuples maliens, à continuer sur cette voie de réconciliation et puis d'unité de leur pays. Voilà. Bon, donc je tenais à terminer cette conférence de presse par ce message joyeux et en faveur de notre frère, notre grand leader, et puis de Sophie Petronin également. Bon, qu'il retrouve la santé. Et puis, voilà. Je pense avant que le président ferme, il y a nos collègues panafricains de Warba d'Afrique, il est de Guinée-Bissau, il a pris un peu de retard. Si vous avez des questions à lui poser, le cas de Guinée-Bissau, il est là, Flavio. Bon, voilà, il y a Flavio qui était de voyage, il y a Kamal Abdallah également qui devait être de voyage mais qui n'a pas pu se joindre à nous pour des questions de temps et de disponibilité. Voilà. Donc Flavio a peut-être 2 petits mots. Oui, d'autant plus que la Guinée-Bissau n'est pas francophone, donc c'est bien d'avoir une autre vision justement de cette France-Afrique. Excusez-moi, c'est vrai qu'une fois que le président ferme, normalement, personne ne devrait prendre la parole. Il a fait exprès de venir. Il n'a pas fermé. Il n'a pas fermé. Je suis de la Guinée-Bissau, je suis africain de la Guinée-Bissau, donc je réside en France depuis quelques années. Je suis représentant du parti historique de la Guinée-Bissau, le PAIGC, qui est parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Peut-être très peu de gens le savent que la Guinée-Bissau et le Cap-Vert a toujours été un pays, même langue, même drapeau, jusqu'à 1980, qui se sont séparés après un coup d'État. Donc c'est le pays d'Amilcar Cabral. Certains de vous on le connaît pas. Donc, moi je suis content de faire partie de cette organisation. Il y a des gens beaucoup plus expérimentés que moi et que j'apprends tous les jours, et surtout apprendre à connaître le monde francophone en Afrique. Parce que nous, les lusophones, on est complètement tournés vers la lusophonie. Et donc, tout ce qui concerne à la francophonie, peu à peu, j'essaie de faire la recherche et de comprendre par rapport à mes collègues qui sont ici, et eux aussi par rapport au monde lusophone. Donc, je suis en train de préparer un voyage qu'on va réaliser au Portugal, qui devait être cette semaine, qu'on a poussé pour la semaine prochaine, ou après on verra avec le calendrier de Waraba, voir la possibilité. Parce que cette organisation Waraba d'Afrique doit être connue, non seulement dans le monde francophone, mais on veut aussi que ça soit étendu vers le monde lusophone. Au Portugal, il y a 8 pays africains qui parlent portugais, que les gens ne connaissent pas beaucoup, mais j'ai déjà lancé l'appel là-bas, qui sont en train de s'organiser et veulent juste nous connaître à peu près pour qu'avant qu'on arrive, pour qu'ils puissent organiser, voir quel type de communication ils vont donner la communication sociale pour que l'Afrique puisse être connue. Voilà, ce sont mes démarches que peut-être après une conférence de presse, on va essayer d'approfondir, voir ce qu'on peut avancer pour que je puisse aussi leur donner le feu vert là-bas. Merci. Juste pour notre culture, les 8 pays qui parlent portugais en Afrique, tu peux nous les citer? Parce que vraiment... Alors, donc la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, l'Angola, le Mozambique, le Saint-Thomé et Principe et la Guinée équatoriale. Ben, vous voyez. En Asie, Guinée équatoriale, c'est la langue officielle. C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux sont Ok. officiels. Parce que c'est nos voisins. Oui, oui. Mais les deux sont officiels. Donc, en Asie, il y a Timor oriental, hein, qui parle aussi portugais. Il y a Macao, qui est devenu indépendant. Goa, voilà, Goa. Et le Brésil. Eh ben, oui, quand même. Hein. Quand même, hein. Donc, si on regarde par rapport au monde francophone, si on additionne
la population des pays lusophones, il dépasse largement la population des pays francophones. Le Brésil seul. Rien que le Le Brésil. Brésil seul. Rien que le Brésil, Bon, c'est fini. Merci. Donc, par rapport à l'économie, parce que la langue va avec l'économie, le français nous dépasse, mais on remonte petit à petit. Merci. Voilà. C'est bon. Merci et à la prochaine. Merci.